Les djihadistes de l'EI, les premiers drapeaux noirs à l'entrée est de la ville de Kobané en Syrie. Ni la Turquie ni les frappes de la coalition ne parviennent pour l'instant à les arrêter. En Iran, mystérieuse explosion sur le site nucléaire de Parchin. Aujourd'hui, 2 morts, dont un expert nucléaire. Téhéran parle ce soir d'une explosion qui se serait produite dans une usine d'explosifs. Le prix Nobel de médecine attribué à 3 chercheurs qui ont mis à jour le mécanisme de l'orientation dans le cerveau. Où, comment nous déplaçons-nous ? Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Alors que la coalition internationale nourrissait des espoirs certains de ralentir au moins la progression de l'État islamique, eh bien force est de constater ce soir que les djihadistes continuent d'avancer, que ce soit en Irak, en Syrie, on le verra dans un instant, notamment dans le secteur de Kobané, cette ville kurde qui est désormais assiégée jusque dans ses faubourgs, et puis également beaucoup plus à l'ouest, donc vers le Liban, où le Hezbollah a subi hier une attaque frontale de la part de l'État islamique. De tout cela, on va donc parler en détail avec nos invités. Tout d'abord, Ali Waked, bonsoir, expert pour le monde arabe et musulman, et Daniel Haïk, bonsoir à vous, vous êtes analyste sur i24 News. On retrouvera également dans un instant nos envoyés spéciaux qui sont à la frontière nord entre Israël et le Liban. Vous les voyez juste derrière moi, Shai Benari, Léa Berdugo, pour évoquer donc une situation devenue particulièrement tendue au Liban depuis quelques heures. Et nous allons évidemment évoquer la situation également des otages retenus par l'État islamique. We implore his captors to show mercy and use their power to let our son go. We will use all the assets we have, as we have been up to now, to try and find these hostages, to try and help these hostages, to help their families, and do everything we can to defeat this organisation, which is utterly ruthless, senseless and barbaric. Your evil alliance with America, which continues to strike the Muslims of Iraq, will only drag you, Cameron, and your people into another bloody and unwinnable war. Un journal britannique révèle aujourd'hui que la Turquie, nouvelle entrant dans cette coalition internationale contre l'État islamique, eh bien que la Turquie a négocié la libération de 49 chauffeurs de camions turcs qui avaient été faits prisonniers par l'État islamique en Irak il y a de cela plusieurs semaines. Ces chauffeurs ont été relâchés en l'échange de 180 membres de l'État islamique retenus en Turquie, et parmi eux de nombreux ressortissants européens partis faire le djihad. Révélation qui évidemment remettent sur la table la question de savoir s'il faut négocier la libération des otages retenus par ces djihadistes. Élément de réponse tout de suite avec Shai Benari, Leslie Rezoug. On a demandé au gouvernement de changer ses actions, mais comme notre fils, nous n'avons pas plus de contrôle sur le gouvernement américain que vous n'en avez sur le lever du soleil. Est-ce au tour de la famille Kassig de subir ce calvaire? Le fils d'Ed et de Paula Kassig, autrefois appelé Pete, s'appelle désormais Abdulrahman depuis sa conversion à l'islam. Et il est le dernier otage en date à être publiquement menacé par l'organisation terroriste de l'État islamique. Ses parents ont dévoilé quelques extraits d'une lettre qu'ils ont reçue en juin dernier. J'ai évidemment peur de mourir, mais le plus dur est de ne pas savoir, de s'interroger, d'espérer et de se demander si je dois même espérer, écrit-il. Un dilemme qui reflète le débat qui se déroule dans les coulisses de cette prise d'otage. Kassig est citoyen américain et les États-Unis, tout comme la Grande-Bretagne, sont intransigeants. Aucune concession ne doit être accordée à l'État islamique pour la libération d'otages. Pour les otages d'autres nationalités, c'est une autre histoire. En avril, 4 Français étaient libérés par les djihadistes en Syrie. Leur codétenu, le journaliste américain James Foley, avait pour rappel été décapité par l'EI. Alors que les conditions de leur libération restent floues, l'éventualité d'un accord semble plus que probable.
On a la chance d'être français, que nos diplomates, les agents des services de renseignement ont fait un travail absolument formidable, très discret, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour essayer de nous sortir de là. Ils l'ont fait. Et ça, c'est extraordinaire. À la grande frustration de la famille Foley, le gouvernement américain avait repoussé l'idée de payer une rançon en échange de sa libération. Le FBI s'était même abstenu de révéler aux parents de James Foley que celui-ci était détenu avec plusieurs otages européens afin de ne pas nourrir d'espoir d'arrangements financiers. Au Royaume-Uni également, certains commencent à douter de cette politique de tolérance zéro. Je pense que le gouvernement britannique aurait pu en faire plus pour aider et ramener Alan Henning. Le gouvernement turc a bien réussi à ramener ses otages. Et le gouvernement britannique, un gouvernement puissant, reconnu et réputé dans le monde entier, aurait dû en faire beaucoup plus pour ramener Alan. C'est triste que nous l'ayons appris seulement il y a quelques semaines. Une situation inextricable, sans réelle solution. Entre la frustration des familles et les dilemmes éthiques et stratégiques, les dirigeants le savent, ils ont avant tout un devoir de responsabilité envers leurs citoyens. Alors c'est vrai que c'est un dilemme important, on va en parler avec vous, messieurs. Ali Waked, c'est vrai que la Turquie donc, aurait, semble-t-il, négocié la libération de ses ressortissants. Les Français l'ont sans doute fait aussi, pas les Américains, pas les Britanniques. Est-ce qu'il y a une bonne stratégie à adopter dans ce dossier ? Pour le moment, il n'y a pas de bonne stratégie. Pour le moment, il n'y a pas de données sur ce que veut l'État islamique, sur ce qui est l'État islamique, les effectifs de l'État islamique, la stratégie de l'État islamique, les sources de financement de l'État islamique. De l'autre côté, si on voit les frappes aériennes de la coalition occidentale et arabe, celles-ci manquent aussi de stratégie. On voit de frappes qui sont ad hoc pour essayer d'arrêter l'État islamique, mais pas pour essayer de combattre et d'éradiquer l'État islamique. Si l'État islamique se rapproche de la ville frontalière kurde entre la Syrie et la Turquie, comme on voit les frappes qui ont pour but de ralentir les progrès, mais ne pas d'arrêter les progrès. Tout dans le fond, il y a toujours ce rôle très ambigu encore, très contradictoire de la Turquie. On entend la Turquie libérer 180 et quelques membres de l'État islamique. Mes sources en Turquie disent qu'ils sont sûrs que ce n'est pas le seul prix qui a été payé par le gouvernement turc à l'État islamique et qu'il y a une collaboration, voire une coordination grandissante entre l'État islamique et le gouvernement turc. Pour le moment, Jean-Charles, des éléments de la coalition, j'ai parlé aujourd'hui à des membres de ministères étrangers en Jordanie et au Caire, à des membres de services secrets dans ces deux pays. Ils ne voient pas de stratégie et encore pire, ils voient de rôle de double jeu parmi des pays qui participent encore à cette coalition, voire la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui nourrissent l'activité de l'État islamique. Dans ce contexte, ce n'est pas surprenant qu'un officier jordanien me le dit. Nous, on a l'impression que le but de l'Occident, c'est d'empêcher ces jeunes de revenir à l'Occident pour importer la doctrine djihadiste. Et comment les empêcher? Laisser cette guerre s'entraîner jusqu'à l'infini. Et d'ailleurs, Léon Panetta, l'ancien chef de la CIA, a affirmé aujourd'hui que cette guerre peut prendre une trentaine d'années même. Ouais, ce qui paraît effectivement étonnant, 30 ans de guerre contre l'État islamique. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Ali à propos de la Turquie. La Turquie a effectivement une position ambivalente, parce que d'un côté, officiellement, elle a rejoint la coalition internationale, mais d'un autre côté, son intérêt effectivement véritable, c'est de soutenir Daesh et de soutenir Daesh contre les Kurdes, contre les Kurdes syriens qui sont les alliés du PKK, et donc d'essayer de profiter de cette occasion pour essayer d'affaiblir les mouvements rebelles contre le régime d'Ankara. Donc quelque part ici, il y a une position ambivalente de la part de la Turquie. Je voudrais aussi revenir par rapport à la situation de la coalition internationale. Cette situation est de plus en plus... On constate que les frappes aériennes ne suffisent pas. Et quelque part, et c'est le grand débat, et je pense que quelque part ce débat va être posé concrètement, il faudra tôt ou tard qu'il y ait une opération terrestre si l'on veut éradiquer si on veut éradiquer les djihadistes, si on veut éradiquer l'État islamique. Et cette opération terrestre, pour l'instant, elle est
totalement improbable de la part des Occidentaux, mais il y a peut-être une possibilité de faire en sorte de surarmer, de mieux entraîner peut-être les forces kurdes pour qu'elles puissent essayer de résister. Je ne sais pas si c'est suffisant ou pas, mais en tout cas, on n'obtiendra pas une victoire sur l'État islamique tant qu'il n'y aura pas d'opération terrestre. Ça, on peut déjà le dire. Vous parlez d'opération terrestre. Là, on a un nouveau front dans les frontières libano-syriennes. Est-ce que là aussi, on prévoit une éventuelle opération terrestre? Qu'est-ce qui se passe dans la péninsule égyptienne du Sinaï? Est-ce que là-bas aussi, on envisage une opération terrestre? Ce qui veut dire que d'emblée, cette coalition n'a aucune chance de vaincre l'État islamique. C'est-à-dire, on est dans une situation où d'emblée, il est clair que les frappes aériennes ne suffisent pas. Même les sanctions, en tout cas tout le gel des avoirs ou la possibilité d'essayer de reprendre peut-être le contrôle des puits de pétrole ou d'essayer de neutraliser le pouvoir financier de l'État islamique. Parce que là, la machine médiatique occidentale, Jean-Charles, elle parle des frappes aériennes, mais elle parle moins du fait que les militants de l'État islamique ont progressé dans cette frontière turco-syrienne, ont progressé dans la frontière libano-syrienne. Et en Irak, l'État islamique est en train de conquérir de plus en plus de territoires qui désormais étaient dans les mains du gouvernement. Donc on parle de cette stratégie d'Obama, de cette stratégie de la coalition internationale. Et si jamais il y a une stratégie, je ne sais pas qui sont les experts de l'État islamique, mais vous savez, une fois les Irakiens ont accusé l'Arabie saoudite de financer des experts pakistanais au service de l'État islamique, parce qu'il y a ici une stratégie qui est du coup, c'est cette petite organisation qui arrive à se battre sur plusieurs fronts, Liban, Syrie, Turquie, Syrie et à l'intérieur de l'Irak et à la frontière irako-syrienne. Donc, si jamais il y a une stratégie un peu plus ou moins claire, c'est celle de l'État islamique, ce n'est pas de la coalition internationale. Comment est-ce qu'on peut attendre de cette coalition de réussir si, il y a quelques jours, l'Égypte accuse le Qatar d'avoir des espions dans la région d'Alexandrie et au Caire, et que les données sur l'économie égyptienne, sur où est localisée l'armée égyptienne, il se met au service des organisations djihadistes que les Égyptiens n'ont pas nommées, mais ils ont accusé les Qataris de financer et d'orchestrer cette opération d'espionnage sur le sol égyptien pour des comptes, comme l'a décrit les sources égyptiennes, des comptes étrangers. Ouais. Alors, il y a aussi le rôle... Pour revenir sur le problème des otages, est-ce qu'on peut négocier? Moi, ce reportage me fait penser tout de suite, lorsqu'on a parlé la semaine dernière à Benjamin Netanyahu, la tribune des Nations Unies a dit Daesh, c'est comme le Hamas c'est comme Daesh. Eh bien, le Hamas, Israël a eu une position, il faut le rappeler, par exemple, lors de l'échange pour la libération de Gilad Shalit, Israël a négocié, même indirectement avec le Hamas, il a négocié pour la libération de cet otage. Et aujourd'hui, on a vu que quelque part, en particulier pendant la confrontation dans la bande de Gaza, que l'État d'Israël était revenu sur sa position de négocier malgré tout face à des organisations terroristes de cette envergure, de cette cruauté comme le Hamas ou comme le Daesh, même si on peut mettre peut-être un bémol, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est pas loin. Et on a vu à travers pendant les combats que Israël faisait tout pour faire en sorte que des soldats ne puissent pas tomber en captivité entre les mains du Hamas. Il y a apparemment une prise de conscience de la part dans la société israélienne, dans l'État d'Israël, qu'il ne faut absolument pas arriver à une situation de négociation avec des organisations telles que le Hamas pour la libération d'otages, plus comme cela s'était produit à l'époque de Gilad Shalit. Bon, en tout cas, c'est la Turquie qui l'a fait en allant donc négocier la libération de ses ressortissants. Alors justement, la Turquie, aujourd'hui, on le voit, elle a massé des troupes à la frontière syrienne, tout près donc de cette ville de Kobané, qui est sur le point, ou peut-être déjà en partie conquise par l'État islamique. Est-ce qu'à votre avis, les Turcs vont intervenir, ou est-ce qu'ils vont rester en train d'observer ce qui est en train de se passer ?
Bon, la Turquie demande à la coalition internationale d'avoir une position claire en ce qui concerne l'armement de l'opposition syrienne. Pour la Turquie, il y a ici un double but. De faire de sorte comme on est une partie de la coalition, mais plus important d'essayer de dépêcher la chute de Bachar Assad. Si ce n'est que pour battre l'État islamique, on voit un rôle très ambivalent de la Turquie, très contradictoire et même très négatif de la Turquie. Pour le moment, la coalition internationale n'est pas décidée. Est-ce qu'elle veut, dans cette même campagne, faire pression sur le régime syrien et éradiquer l'État islamique? Parce que là, du coup, on se trouve devant deux buts presque contradictoire, battre Assad et battre l'État islamique, alors qu'on peut s'en servir de l'armée syrienne dans cette lutte contre l'État islamique, alors que pour la Turquie, il s'agit de deux questions séparées d'un côté et de l'autre côté, de deux buts qui doivent être achevés simultanément. Battre l'État islamique avec une guerre contre l'armée syrienne. Pour l'Égypte, par exemple, pour la France, ce n'est pas malgré les propos de la direction française, des propos anti-Assad, la France n'est pas décidée si c'est le moment convenable pour essayer de mettre fin au pouvoir de Bachar Assad. Donc il y a des buts très contradictoires entre les facteurs, entre les éléments qui composent cette coalition, mais sans doute il y a ici un rôle turc qui va à l'encontre de la volonté de la très grande majorité des acteurs au sein de la coalition. La Turquie a de très mauvaises relations avec l'Égypte à l'heure actuelle. La Turquie a de très mauvaises relations avec les Kurdes qui font, quand on parle d'une opération terrestre, qui doit être basée sur des forces locales. Mais les forces kurdes sont un acteur très important dans cet effort terrestre anti-État islamique. Et là, la Turquie n'a pas intérêt à ce que ces forces terrestres kurdes se renforcent de plus en plus. Est-ce qu'il y a moyen de renforcer les forces kurdes, que la coalition internationale renforce les forces kurdes sur le terrain, en fournissant par exemple de l'armement beaucoup plus sophistiqué qui permettrait? Est-ce que la Turquie va être d'accord à ce que ces combattants kurdes soient dotés de ce genre d'armes, Daniel? Alors on va retrouver, parce que ça c'est un autre point chaud depuis quelques heures, la frontière entre Israël et le Liban, notre envoyé spécial Léa Berdugo pour évoquer donc cette situation. Il y a eu deux événements importants, des combats très vifs donc entre le Hezbollah et des djihadistes donc de l'État islamique. Ça c'est côté syrien, on va en parler dans un instant. Léa, bonsoir. Mais d'abord, là où vous vous trouvez, accrochage sérieux hier aussi entre l'armée israélienne et l'armée libanaise. Oui, exactement. Israël s'inquiète de la multiplication des incidents à la frontière avec le Liban. Hier, vous l'avez rappelé, il y a eu des incidents sérieux. En tout cas, les autorités israéliennes ont craint une tentative d'infiltration. 3 personnes ont été tuées, mais selon certaines sources militaires, il ne s'agissait pas d'une tentative d'infiltrer le territoire, mais plutôt d'un repérage en vue de la préparation d'un attentat. Quoi qu'il en soit, les autorités israéliennes restent sur leur garde. Puisque 8 ans après la seconde guerre du Liban en 2006, Israël craint avoir perdu un peu de cette capacité de dissuasion qu'elle avait envers le Hezbollah, qui est ressorti affaibli de cette guerre. En tout cas, la principale préoccupation des Israéliens aujourd'hui, c'est cette coopération entre le Hezbollah et l'armée libanaise, une collaboration qui est déjà effective dans le nord du pays, où forces militaires et mouvements chiites combattent côte à côte pour repousser les djihadistes qui viennent de Syrie. Et Israël est inquiet également puisqu'après la guerre à Gaza, il y a quelques semaines, des soldats libanais ont été déployés dans tout le sud du pays et il s'avère que ces soldats appartiennent à des unités chiites. Ils seraient donc plus prompts à coopérer avec le Hezbollah. On sait que le sud du Liban est une région phare pour le Hezbollah, c'est un repère et c'est une région qui est également aux portes d'Israël. Alors, il y a maintenant, Léa, la situation à la frontière entre le Liban et la Syrie, donc le secteur de Baalbek, qui est l'objet, depuis hier au moins, de très vifs combats entre des djihadistes et l'armée du Hezbollah.
Également, on parlait d'Israël, et ce qui est un petit peu tranquillisant, si je puis dire, pour les autorités israéliennes, eh bien, c'est que le Hezbollah est impliqué dans des affrontements en Syrie. De violents combats ont eu lieu hier entre le Hezbollah, qui combat aux côtés du régime syrien, et les djihadistes, qu'ils soient liés au Front al-Nosra ou à l'organisation de l'État islamique. On sait que le Front al-Nosra a lancé une vaste offensive contre le Hezbollah. Plusieurs centaines de djihadistes ont attaqué au moins 10 bases du mouvement chiite. On sait également que le Hezbollah aurait ramené des forces venant de la plaine de la Beka pour participer à cette bataille. Les deux camps affirment avoir tué au moins 10 personnes dans le camp adverse. Et le Hezbollah a du souci à se faire, puisque la frontière libano-syrienne est en quelque sorte extrêmement poreuse. Les djihadistes peuvent la traverser facilement. Ils ne sont donc pas à l'abri d'un assaut, qu'ils viennent de l'organisation de l'État islamique ou alors du mouvement al-Nosra. Ça peut venir à tout moment. Merci Léa Berdugo, en direct donc de la frontière nord entre Israël et le Liban. Alors ça aussi, c'est inquiétant pour Israël, Daniel Haig, de se dire que finalement ces djihadistes, alors on les a vus dans le Golan déjà pas loin, mais là ça peut être encore une source d'inquiétude pour Israël par le Liban. Effectivement, d'abord parce que ces djihadistes ont intérêt à déplacer un nouveau front vers le Liban. D'abord parce que l'un des objectifs de l'État islamique, c'est d'essayer d'affaiblir le Hezbollah afin de pouvoir lutter plus facilement contre les forces de Bachar el-Assad. Et donc, s'il affaiblit le Hezbollah, comment affaiblir le Hezbollah? Affaiblir le Hezbollah, essayer même de susciter, si c'est possible, une confrontation interne entre les différentes communautés à l'intérieur du Liban. On a vu que, par exemple, là, il y a une sorte d'alliance ponctuelle ad hoc entre l'armée libanaise et le Hezbollah. D'une certaine manière, quelque part, les forces islamistes ont intérêt à déplacer vers l'ouest, on va dire vers le Liban, un nouveau front pour permettre, dirons-nous, d'affaiblir au maximum le Hezbollah et d'essayer de le faire se retirer. Il ne se retirera pas, mais en tout cas de se faire se retirer. Il y a une, si je ne m'abuse, Ali me confirmera, il y a une tension au sein même du Hezbollah entre les pro-Nasrallah qui sont favorables à la poursuite de l'implication du Hezbollah dans le conflit aux côtés de la Syrie, aux côtés de l'armée régulière, et ceux qui estiment que peut-être qu'il faudrait essayer de se préoccuper un peu plus de leur force elle-même, et donc il y a cette confrontation. Je ne sais pas exactement évaluer à quel point il y a une tension à l'intérieur même du Hezbollah, et à quel point cela affaiblit le Hezbollah, mais en tout cas, il y a de la part des mouvements islamiques une volonté de faire tout pour affaiblir le Hezbollah. Jean-Charles, une petite remarque pour démontrer la complexité de la situation. On dit que cette coalition internationale anti-État islamique est aussi une coalition internationale anti-régime Bachar Assad. Et on voit un adversaire ou un ennemi de cette coalition internationale, qui est le Hezbollah libanais, battre contre le même ennemi autour duquel s'est regroupée cette coalition internationale à côté de l'armée libanaise, alors que le Liban, il est un acteur officiel dans cette coalition anti-État islamique. Ça, c'est un point qui démontre la complexité de la situation. En ce qui concerne Israël, et ça montre combien tellement les cartes sont bouleversées ces dernières années. Le Hezbollah qui bat les djihadistes. Alors Israël n'est pas encore, à mon avis, il n'y a pas une stratégie israélienne favoriser, entre guillemets, les djihadistes ou favoriser les militants chiites du Hezbollah et d'autres groupes. Et ça, c'est une autre complexité. Mais pour voir comment est-ce que la communauté internationale ou cette coalition internationale, quand on parle des forces terrestres, là, le Hezbollah, qui est dans le camp adversaire de cette coalition, il est à côté de Bachar Assad, il est un élément très important dans cet effort terrestre pour arrêter l'État islamique. Et on a parlé du rôle de l'Iran, alors que cette coalition n'est pas décidée. Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on ne veut pas que l'Iran fasse partie de cette coalition? Donc, il n'y a pas de stratégie claire, il n'y a pas de distribution de rôle claire, et surtout, il n'y a pas une vision claire. Qu'est-ce qu'on veut? On voit que les différents acteurs, même au sein des coalitions, essayent de manœuvrer entre des intérêts
très contradictoires. L'intérêt de l'Arabie saoudite n'est pas le même intérêt de l'Amérique. L'intérêt de l'Égypte et d'autres acteurs. L'Égypte qui veut voir le régime Bachar Assad sur place parce qu'à cause de l'expérience islamique qui a eu lieu en Égypte, l'Égypte soutient très fort, au moins sur la scène diplomatique, le régime Bachar Assad. L'Égypte est contre toute intervention étrangère dans les affaires syriennes. Et de l'autre côté, l'Égypte qui est soutenue par l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite qui finance les groupes anti-Assad. Ouais. Et puis dans les situations complexes et absurdes, il y a aussi une information qui a été publiée par le Sunday Times londonien dimanche, dans lequel il semblerait que Daesh s'intéresserait à la puissance nucléaire iranienne et ferait tout pour, en tout cas, empêcher la progression du programme nucléaire iranien. Cela sous-entendrait que quelque part, il y aurait une communion d'intérêts aussi stupéfiante qu'elle puisse être entre Israël d'un côté et Daesh de l'autre côté. Ça explique à quel point on est dans une situation extrêmement complexe et même parfois absurde, quoi. Alors, je vous propose d'écouter aussi quelques avis justement de citoyens israéliens à propos de cette idée de négocier ou pas avec les djihadistes de l'État islamique. Témoignage recueilli aujourd'hui par Mathias Inbar. Ça ne va pas les aider. Ils les ont suppliés de les libérer, mais ça n'a servi à rien. À quoi bon discuter? Il faut les éliminer. La politique de l'État islamique est basée sur le meurtre, la force et la brutalité. C'est ce qui les caractérise. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Je suis toujours en faveur du dialogue. Dialoguer avant toute chose. Peut-être qu'on finira par être écouté. Je crois qu'aucun pays ne doit supplier. Je pense que ces implorations ne serviront pas à faire libérer les otages. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux. On ne peut pas discuter avec des animaux, il faut les abattre. Voilà donc pour ces quelques témoignages, indications d'opinion concernant d'éventuelles négociations. On ajoute qu'il y a eu tout à l'heure un attentat qui a visé des combattants kurdes en Syrie, cette fois dans la région d'Asaka. Attentat suicide, un kamikaze qui a tué au moins 30 combattants kurdes, ce qui montre évidemment que l'instabilité est de mise. On en reparle dans un instant, on fera un point complet de la situation justement sur le terrain, à la fois en Syrie, mais aussi donc au Liban, et puis avec ce qui s'est passé également en Iran, cette explosion mystérieuse dans un centre militaire nucléaire, le site de Parchin, qui fait partie de ces sites ciblés par la communauté internationale. Merci Ali Waked. Merci Daniel Haïg. Dans un instant, évidemment, la suite du Grand Direct, tout le reste de l'actualité. Et puis, dans une demi-heure, le débat sera consacré, lui, à la reconnaissance de l'État palestinien de manière unilatérale par des pays européens. Serait-ce une solution pour relancer les discussions de paix? Restez avec nous. La suite du Grand Direct dans un instant. Les djihadistes de l'EI, leur premier drapeau à l'entrée est de la ville de Kobané en Syrie. Ni la Turquie, ni les frappes de la coalition ne parviennent pour l'instant à les arrêter. En Iran, mystérieuse explosion sur le site nucléaire de Parchin aujourd'hui. 2 morts, dont un expert nucléaire. Téhéran parle ce soir d'une explosion produite dans une usine de munitions. On en reparle dans un instant. Le prix Nobel de médecine attribué à 3 chercheurs qui ont mis à jour le mécanisme de l'orientation dans le cerveau. Où, comment arrivons-nous à nous déplacer ? Une explosion d'origine encore inconnue s'est produite sur le site nucléaire de Parchin en Iran aujourd'hui. Il s'agit de l'un des sites sensibles suspectés d'abriter des activités militaires liées au nucléaire iranien. Et l'Iran parle d'ailleurs ce soir officiellement d'une explosion dans une usine de munitions qui aurait tué 2 personnes. Les précisions tout de suite de Maxime Pérez. Accident ou nouvel acte de sabotage ? La question est posée alors qu'une violente explosion se serait déroulée dimanche dans la base militaire de Parchin, près de Téhéran. Un site utilisé par la République islamique dans le cadre de ses activités nucléaires. Et tandis que le régime reconnaît un incident sécuritaire, le ministère iranien de la Santé évoque un bilan de 2 morts et de 17 blessés. Au rang des victimes, un ingénieur nucléaire, selon des sources de l'opposition iranienne. L'explosion, entendue à plusieurs kilomètres de Parchin,
aurait provoqué un gigantesque incendie. Il aurait notamment ravagé une usine de fabrication d'explosifs. Les activités menées sur le site de Parchin avaient été révélées il y a quelques années par des photographies satellites. Mais depuis 2005, les inspecteurs de l'AIEA ne sont plus autorisés à y accéder. Le sujet est régulièrement évoqué lors des négociations entre l'Iran et les grandes puissances. Pour Israël, le complexe militaire de Parchin abrite des activités clandestines. Entre autres, l'État hébreu accuse l'Iran de s'en servir pour procéder à des tests d'explosion conventionnels applicables sur des ogives nucléaires. En Syrie, l'État islamique a donc planté ses premiers drapeaux aux entrées de la ville kurde de Kobane, tout près de la frontière avec la Turquie. Des combats ont lieu actuellement dans des secteurs déterminés de cette ville, alors que les frappes aériennes de la coalition se poursuivent. Et pour l'instant, ces frappes ne parviennent pas à stopper la progression de l'EI. La Turquie, elle, n'intervient toujours pas. Leslie Rezoug. Le drapeau de l'État islamique flotte sur Kobane. Les djihadistes sont entrés dans la partie est de cette ville kurde à la frontière turco-syrienne. Depuis 3 semaines, ils tentent de prendre cette ville stratégique. Leur but, prendre le contrôle d'un territoire continu depuis l'Irak jusqu'à la frontière turque. Les Peshmerga, les combattants kurdes, se préparent à l'assaut et à des combats de rue imminents contre les membres du groupe islamiste. Mal équipés, isolés, ils ont pourtant connu de récentes victoires sur le terrain. Au moins 20 djihadistes auraient été tués dimanche lors de combats et une jeune combattante kurde a mené un attentat suicide faisant plusieurs morts. Si pour le moment ils n'interviennent pas militairement, les Turcs surveillent de près la situation à leurs frontières. Depuis une semaine, des obus tombent régulièrement en Turquie. Alors que les réfugiés sont de plus en plus nombreux à vouloir entrer dans le pays, les forces de sécurité repoussent loin de la frontière les civils kurdes. Si la Turquie a voté pour rejoindre la coalition qui combat l'État islamique, son rôle reste ambigu. Les responsables kurdes accusent en effet Ankara de ne pas lutter suffisamment contre les islamistes. Ils affirment aussi que la coalition devrait augmenter ses frappes. De son côté, la Turquie redoute toujours que le chaos actuel en Syrie et en Irak ne consolide les organisations kurdes. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, est interdit en Turquie et considéré comme une organisation terroriste. Alors on en parlait tout à l'heure, des combats meurtriers se déroulent également depuis hier à la frontière est du Liban, dans le secteur de Baalbek, tout près donc de la Syrie. Peu d'informations fiables sur le bilan de ces combats entre des groupes djihadistes liés à l'État islamique et les forces du Hezbollah. Mais c'est donc une preuve supplémentaire de la situation précaire qui gagne à son tour le Liban au lendemain d'un accrochage sérieux à la frontière du Liban et d'Israël. Maxime Pérez. Pour Tsahal, la multiplication des incidents à la frontière libanaise comporte un double message. D'abord, que la force de dissuasion israélienne ne tient plus qu'à un fil, et surtout que la prochaine attaque n'est plus qu'une question de temps. Une attaque qui aurait pu se concrétiser dimanche après-midi dans le secteur des fermes de Sheba. C'est dans ce triangle frontalier jugé sensible où se font face Israël, le Liban et la Syrie que 3 hommes armés ont été identifiés en train de s'approcher de la clôture de sécurité. Les tirs de l'armée israélienne ont entraîné leur fuite. Cherchaient-ils à s'infiltrer à la frontière nord du pays ou bien déposer une charge explosive? Tsahal privilégie la seconde option. Mais ce qui préoccupe davantage les responsables israéliens, c'est l'implication de l'armée libanaise dans cet incident, dont l'un des militaires a été légèrement blessé. En septembre, des membres du Hezbollah avaient déjà été photographiés le long de la frontière israélienne. Certains portaient l'uniforme beige des forces de sécurité libanaises. Dans l'hypothèse où un nouveau conflit devait éclater à la frontière nord de l'État hébreu, il ne fait guère de doute que l'armée libanaise et que le Hezbollah agiront côte à côte. C'est du moins l'estimation du commandement nord de Tsahal. Une nouvelle guerre, pourtant loin d'être imminente. Dans l'immédiat, le Hezbollah a fort à faire sur le front est, le long de la frontière libano-syrienne. Dimanche, des djihadistes de l'État islamique ont attaqué simultanément plusieurs positions du mouvement chiite dans le secteur de la Beka. Les combats ont fait au moins 5 morts dans les rangs du Hezbollah et une dizaine dans les rangs djihadistes. Après le village d'Ersal plus au nord, où le Hezbollah et l'armée libanaise tentent depuis plusieurs semaines de déloger le groupe Jobat al-Nosra, Nabisbat est donc le deuxième foyer de tension entre radicaux sunnites et chiites. Pour défendre la frontière libano-syrienne, le Hezbollah a dépêché des centaines d'hommes et puise chaque jour dans son arsenal de roquettes et d'obus de mortier.
Aussi longtemps qu'il restera engagé militairement en Syrie aux côtés du régime, le Hezbollah restera sous la menace des groupes djihadistes. Une guerre d'usure en perspective qui l'empêche de se tourner vers son pire ennemi, Israël. Alors évoquons à présent le soutien dont bénéficient justement les combattants kurdes qui sont opposés aux djihadistes en Syrie ou en Irak. Il y a bien sûr ces frappes de la coalition, mais également une assistance militaire fournie par plusieurs pays occidentaux, notamment l'armée allemande. Joseph Emmanuel. Un mois après la décision de Berlin d'envoyer des équipements militaires en Irak, ses instructeurs sont à pied d'œuvre pour initier les Peshmerga au maniement d'armes sophistiquées. Cet entraînement a lieu à Benislawa, une banlieue d'Erbil, chef-lieu de la province autonome du Kurdistan irakien. Le soldat allemand est équipé d'un gilet pare-balles et d'un casque anti-bruit, quand le Peshmerga porte un simple treillis. Mais le fusil qu'il tient n'est pas n'importe lequel, c'est un HK G3, fusil d'assaut de fabrication allemande. Le gouvernement d'Angela Merkel en a livré 8000 aux combattants kurdes durant le seul mois de septembre. Ce type de formation est une première depuis la Seconde Guerre mondiale pour Berlin, qui a toutefois refusé de rejoindre la campagne de frappes aériennes. Bien qu'étant des combattants aguerris, les Kurdes considèrent ce soutien comme vital dans leur lutte contre l'État islamique, mieux équipé en armes de guerre. Quand je compare cette arme à nos anciens fusils, je trouve que c'est un bon fusil. Il est moderne et pas trop lourd. Arrivé au Kurdistan fin août pour superviser la coordination militaire entre Berlin et Erbil, le major Florian a été rejoint par d'autres instructeurs. Leur objectif, former des groupes de 20 Peshmerga durant 10 jours. On les forme à l'utilisation du G3. Les Peshmerga ont essentiellement l'expérience du combat avec des Kalachnikov et ne connaissent pas les armes allemandes. Quelques 10 000 combattants kurdes devraient être équipés d'armes allemandes pour un montant de 70 millions d'euros. Une trentaine d'entre eux ont été formés en Bavière à l'utilisation de missiles anti-chars. Dans un combat pour la vie face à des djihadistes à la cruauté encore inconnue jusqu'ici, les Kurdes, dispersés au sein même d'une terre qu'ils considèrent comme la leur, ne sont plus seuls et commencent à engranger des victoires. Dans la nuit de dimanche à lundi, leurs frères de Kobané en Syrie ont repoussé un vif assaut du groupe État islamique. À Jérusalem, un tribunal vient de condamner il y a quelques jours l'autorité palestinienne à dédommager la famille de 3 victimes israéliennes d'un attentat commis en 2001 à l'époque de la deuxième intifada. C'est aussi le résultat d'une politique que veut mener un collectif de victimes, poursuivre l'autorité palestinienne devant la justice pour sa responsabilité dans les actes terroristes. Reportage de Mathias Inbar. 2002. Marwan Barghouti, alors chef des Tanzim, branche militaire du Fatah, est arrêté par Israël. Quelques mois plus tard, la Cour a estimé qu'il avait reçu des ordres et des moyens de la part de Yasser Arafat afin d'employer des cellules terroristes, en l'occurrence les unités Al-Aqsa. La Cour de district de Jérusalem vient de décider que l'autorité palestinienne doit compenser financièrement les familles des 3 victimes israéliennes d'un attentat à l'arme automatique commis en 2001 par des terroristes palestiniens envoyés justement par Marwan Barghouti. Eliada Cohen est avocat des plaignants. Pour lui, les preuves étaient irréfutables. Nous avons réussi à prouver que cette cellule était composée de fonctionnaires de l'autorité palestinienne, des agents du renseignement et des gardes du corps et chauffeurs du chef des Tanzim Marwan Barghouti. C'est cette relation directe entre Yasser Arafat, M. Barghouti et ses terroristes, et selon l'article qui prouve le financement de fonds à des biens entraînant l'achat d'armes ou l'organisation d'attentats terroristes, qui font de l'autorité palestinienne un responsable direct. Un système bien rodé, pas si sûr, estime le professeur Klein, invité par l'autorité palestinienne à donner son expertise pendant le procès. Il juge au contraire que l'anarchie régnait au sein des territoires palestiniens. Selon le mythe israélien, l'intifada a été planifiée plusieurs mois en amont. Yasser Arafat donnait les ordres et les attentats avaient lieu. Lorsqu'il le souhaitait, l'intifada s'arrêtait. Tout cela a été centralisé. Ce n'est qu'un mythe et faux historiquement. Des vérités historiques que conteste cette fois l'avocat des plaignants. Les assassins ont reçu de l'argent pour leurs actes. Ils reçoivent aujourd'hui de l'argent alors qu'ils sont en prison, ils sont respectés. Et finalement, la situation est telle que c'est avantageux de tuer des Israéliens. C'est du gagnant-gagnant. Cette décision de compensation financière doit être suffisamment punitive pour servir d'exemple.
C'est devant cette station-service que le couple Ben Shalom et leur beau-frère ont été assassinés en 2001. Il aura fallu 13 ans à la justice israélienne pour prouver la culpabilité de Marwan Barghouti, le chef des Tanzim, et surtout de son employeur direct, l'autorité palestinienne. La question est de savoir si ce cas fera jurisprudence pour d'autres attentats terroristes qui ont été commis sur cette même route 443, justement en 2001, par les cellules terroristes envoyées par les Tanzim. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes, premier cas d'une contamination au virus Ebola sur le sol européen. Il s'agit d'une infirmière espagnole qui vient donc de contracter le virus alors qu'elle avait soigné justement plusieurs patients revenus d'Afrique et atteints eux-mêmes du virus Ebola. Pas de précision pour l'instant sur son état de santé. C'est le premier cas donc recensé en Europe. On passe à l'économie tout de suite. L'économie, c'est avec Johanna Citruc. Bonsoir Johanna. Bonsoir Jean-Charles. Alors, plusieurs dossiers importants ce soir. On va commencer par le déplacement très important et très spectaculaire du Premier ministre français Manuel Valls à Londres, car il s'agit d'améliorer l'image financière, je dirais, de la France. Effectivement, donc 2 semaines après avoir défendu ses réformes à Berlin, Manuel Valls s'est donc rendu à Londres. Il s'est attaqué cette fois au French bashing qui est assez courant au Royaume-Uni. Le dernier épisode en date, c'était vendredi dernier. Le patron en fait de John Lewis, qui est une des plus anciennes chaînes de grands magasins britanniques, a dit que la France était finie, que dans le pays rien ne fonctionnait et que personne ne s'en inquiétait. Et pour combattre donc ce French bashing, pour redorer en quelque sorte l'image de la France, le Premier ministre s'est donc exprimé à un endroit stratégique au cœur de la City, donc le quartier des affaires de Londres. Un discours évidemment pro-entreprise comme déjà dans les semaines précédentes. Je vous propose d'en écouter un extrait. J'aime les entreprises. Grâce à la traduction, vous l'entendez. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière, parce que c'est important de le dire ici à la Cité. My government is pro-business. Alors on passe maintenant aux difficultés du parc européen Disneyland, qui est justement situé à côté de Paris. Besoin d'une recapitalisation d'1 milliard d'euros. Exactement, donc Disneyland Paris va mal. En 2013, le parc a perdu plus d'1 million de visiteurs par rapport à l'année précédente. Et en 2014, ça ne risque pas d'aller vraiment mieux. Résultat, son chiffre d'affaires annuel est passé sous la barre des 1,3 milliard d'euros et sa dette a atteint plus d'1,7 milliard d'euros. Situation intenable pour Disneyland Paris. C'est donc sa maison mère, donc de Walt Disney Company, qui a décidé de venir à son secours. Donc grâce à une recapitalisation d'1 milliard d'euros. Donc plus concrètement, il y aura une injection d'argent, une injection de liquidité à hauteur de 420 millions d'euros. Et puis la reconversion en action de 600 millions d'euros d'une partie donc de la dette de Disneyland Paris qui est détenue par la maison mère, donc par Walt Disney. L'objectif en fait de tout ça, c'est que le parc puisse avoir assez d'argent pour investir, pour créer de nouvelles attractions, puisque l'innovation, c'est la clé pour attirer de nouveaux clients. Allez, une bonne nouvelle quand même, c'est la Grèce. La Grèce longtemps dans le gouffre et qui prévoit une croissance de 3% en 2015. Oui, après une crise et 6 ans de récession, la Grèce prévoit enfin une hausse de son PIB, 0,6% en 2014 et 2,9% en 2015. C'est en tout cas ce qu'il devrait se passer si on en croit l'avant-projet de budget qui a été présenté aujourd'hui par le gouvernement grec. Alors le texte explique que cette croissance soutenue sera essentiellement due à une hausse de la consommation privée, autrement dit la consommation des ménages à la suite des allègements fiscaux prévus par le gouvernement et déjà annoncés dans les semaines précédentes, puisque je vous rappelle que la politique qui est, en tout cas jusque-là, mise en œuvre en Grèce est une politique d'austérité, une politique de rigueur, c'est-à-dire avec des impôts très élevés qui limitent la consommation. Merci beaucoup Johanna Citruc. Donc, et puis le Brésil au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, car le second tour verra s'affronter sans surprise la présidente en place Dilma Rousseff qui est arrivée en tête et elle affrontera le leader social-démocrate Aécio Neves. Second tour prévu le 26 octobre prochain. L'autre candidate, Silva, elle, a été éliminée. Joseph Emmanuel. Un bilan mitigé, mais qui ne devrait pas empêcher la présidente brésilienne de remporter pour la seconde fois la fonction suprême. Avec près de 42% des voix, Dilma Rousseff remporte le premier tour du scrutin
confirmant la tendance affirmée par les sondages de ces derniers jours. Héritière politique du président Lula, Dilma Rousseff récupérait en janvier 2011 un pays en état de grâce, une croissance prometteuse, des programmes sociaux ayant sorti une partie de la population de l'extrême pauvreté et l'organisation de la Coupe du Monde de football. Mais à l'arrivée, l'économie est à l'arrêt et l'événement sportif a été un fiasco doublé d'un naufrage financier. La situation économique fait aujourd'hui douter les électeurs. 66% d'entre eux ne se reconnaissent dans aucun parti. Des Brésiliens désabusés, paradoxalement la grande chance de Dilma Rousseff. La présidente sortante affrontera au second tour Aécio Neves, qui se ferait une place dans un scrutin serré. Je crois en l'impossibilité d'un changement. Mon premier constat, c'est que ce sentiment de changement est présent dans tout le Brésil et qu'il a été victorieux au premier tour. Une première victoire qui était loin d'être acquise face à la désormais très populaire Marina Silva, longtemps donnée favorite par les sondages. Propulsée dans la campagne après la mort en août de son allié et candidat Eduardo Campos, celle qui se voyait déjà comme la première présidente noire du Brésil n'a toujours pas donné de consigne de vote et se place dans une posture qui n'est pas sans rappeler celle de Ségolène Royal dans sa défaite face à Nicolas Sarkozy. Au moment où je vous parle, je ne me considère pas comme une perdante, mais plutôt comme quelqu'un qui continuera à rester debout, parce que je ne me suis pas assise sur mes principes pour gagner cette élection. Des consignes de vote vitales pour Aécio Neves, afin de faire face au parti de Dilma Rousseff, véritable machine électorale qui, malgré des scandales de corruption à répétition, reste équipée pour ratisser large et convaincre la grande majorité des électeurs, toujours indécis. Le prix Nobel de médecine a été attribué aujourd'hui à 3 chercheurs, un américano-britannique et 2 norvégiens, pour leurs travaux réalisés sur ce qu'on appelle le GPS du cerveau, des cellules qui permettent à l'être humain de s'orienter. Explication Léa Volbert. Comment savons-nous où nous nous trouvons? La réponse pourrait paraître simple, voire évidente, et pourtant, cette réponse est une mini-révolution dans l'univers de la recherche cognitive. Ce lundi, le prix Nobel de médecine a récompensé l'américano-britannique John O'Keefe et le couple de Norvégiens May-Britt et Edvard Moser pour leur recherche sur le GPS interne du cerveau. Je pense que c'est un grand honneur pour mon domaine et pour le travail que je fais, mais aussi pour la neuroscience et toutes les personnes qui m'ont soutenu toutes ces années, dont l'Université du Collège de Londres, qui a été fantastique. John O'Keefe a débuté ses recherches en 1971. Il découvrait alors le premier composant de ce système de positionnement, un type de cellule nerveuse qui se trouve dans l'hippocampe, une région du cerveau qui joue un rôle central dans la mémoire. Quelques années plus tard, en 2005, May-Britt et Edvard Moser identifient un autre composant clé de ce système, des cellules nerveuses qui créent un réseau de données qui nous permet de déterminer notre positionnement. Cette fois, elles ne se situent non pas dans l'hippocampe, mais dans une autre partie du cerveau, le cortex entorhinal. Ces 2 groupes de cellules sont complémentaires. Grâce à celles du cortex entorhinal, nous savons où nous nous trouvons. Grâce à celles de l'hippocampe, nous mémorisons nos trajets, comme le ferait un GPS interne du cerveau. Je pense qu'il est important pour tout le monde d'être capable de déterminer son positionnement et également de trouver son chemin. Il y a des maladies, par exemple la maladie d'Alzheimer, où vous perdez ces capacités. Si de nouveaux traitements ne sont pas encore à l'ordre du jour, ces découvertes pourraient néanmoins aider les chercheurs à comprendre les symptômes d'Alzheimer et d'autres maladies. Un nouvel espoir récompensé par 8 millions de couronnes, soit environ 881 000 € que se sont partagés les 3 lauréats. On passe à l'actualité sportive tout de suite. Les sports, c'est avec Lise Barambaum. Bonsoir Lise. Bonsoir. Alors on va commencer d'abord par vous montrer ces images particulièrement spectaculaires. C'est l'accident du pilote français de Formule 1, Jules Bianchi, dont on vous a parlé. C'était hier matin au Japon lors du Grand Prix de Formule 1. C'est la première image qui est filmée par un spectateur, car la Fédération internationale n'a pas donné elle d'image. Et Lise, on le voit, image particulièrement violente et saisissante. Oui, effectivement, un accident très très grave. Donc Jules Bianchi a subi hier soir une intervention pour un hématome à la tête. Il est actuellement en soins intensifs à l'hôpital de Yokkaichi. Mais pour l'instant, le mot d'ordre, c'est no comment. Aucun communiqué officiel, aucun bulletin de santé ne sont prévus à brève échéance. Plusieurs personnes ont été autorisées à aller lui rendre visite, notamment le patron de son écurie, John Booth. Mais aucune information ne filtre hors de l'hôpital. On ne sait même pas s'il a passé une bonne nuit. On
sait pas s'il a été opéré une seconde fois. On ne sait pas s'il est encore dans le coma. Selon son père, il ne serait plus sous assistance respiratoire, mais là, il est vraiment dans les 24 heures les plus déterminantes quant à son état de santé. On parle de basket à présent, car il y avait un match de gala la nuit dernière aux États-Unis à Cleveland. Cleveland, justement, qui recevait le champion d'Europe, le Maccabi Tel Aviv. Tout à fait. Les basketteurs de Tel Aviv ont donc été à la Quicken Loans Arena de Cleveland et l'équipe israélienne a subi une sévère défaite, 80-107. Alors l'entraîneur de Cleveland cette année, c'est David Blatt, qui coachait l'année dernière le Maccabi Tel Aviv. Il est resté au Maccabi pendant 6 saisons. Il a conduit, vous l'avez dit, le club jusqu'à la victoire en Euroleague. Donc le coach jouait contre ses anciens poulains. Sur le terrain, on a vu une autre star, c'est la grande vedette de la NBA, LeBron James, qui effectuait son grand retour à Cleveland où il jouait déjà en 2010. Et malgré un dos douloureux, eh bien, il a marqué le premier panier pour son équipe et 12 points sur la totalité de la rencontre. Les Tel Aviviens se sont bien défendus, surtout pendant le premier quart-temps. Blatt commence donc sa saison sur les chapeaux de roue en Amérique, mais le prochain match sera plus difficile puisque ce sera contre le Miami Heat. Merci Lise Barenbaum. La culture, c'est tout de suite. Là, on m'a dit la culture sous 2 aspects ce soir, la mode et le cinéma. On a d'ailleurs une grande partie de l'équipe du Culture Mag qui est là. Bonsoir Valérie Abécassis. Bonsoir. Bonsoir Laetitia Loreni. Bonsoir. Alors le cinéma avec vous dans un instant, mais la mode tout d'abord avec vous Valérie, car grande nouvelle aujourd'hui en tout cas, le retour d'un créateur qu'on pensait banni à jamais de l'univers de la mode. Il s'agit de John Galliano. Bah oui, la mode est oublieuse comme vous le savez. Galliano qui vient d'être engagé par la maison Margiela comme directeur artistique. C'est un peu le signe de la fin de sa pénitence. Vous le savez, on va le rappeler, en 2011, il avait tenu des propos racistes, antisémites. Il avait fustigé ses clientes Dior qui portaient ces sacs, qui étaient assez mal vus. Et Sidney Toledano, le président de Dior à l'époque, avait profité de cette opportunité pour virer ce casse-pied égocentrique, mégalomaniaque. Donc, fin de l'histoire. Donc, Galliano ensuite a fait un peu parler de lui. On l'a vu chez Oscar de la Renta. Il a été également choisi comme directeur artistique d'un groupe de parfums russes, Étoile. Enfin, ça représente absolument rien. Et là, Enzo Rosso, le patron du groupe Diesel, qui a racheté la marque Martin Margiela, a décidé... Diesel, ce sont les jeans, pour ceux qui évidemment visualisent bien cette marque, qui possède donc cette fameuse maison de couture parisienne. C'est une maison qui s'appelle la maison Martin Margiela. Non, c'est très important parce que, si vous voulez, ce truc de parfum russe, là, et puis même Oscar de la Renta, qui est porté par la 3e génération Beverly Hills, c'est rien du tout en langage mode. C'est très particulier, la mode. Là, c'est du lourd. Le fait qu'il ait été engagé chez la maison Martin Margiela, ça veut dire que la maison est à Paris, il va être à Paris, il va à nouveau, Galliano, parler aux rédactrices de mode, il va à nouveau être dans les défilés, il va être à nouveau avec les annonceurs, avec les acheteurs, avec la pub. Il revient vraiment sur la scène. Et j'ai l'impression que c'est d'une certaine façon pour Enzo Rosso, bien sûr un coup de pub, mais aussi une façon de l'adouber, de le faire venir à nouveau dans Donc fin de la pénitence, il a purgé, on va dire, sa peine. Il a purgé sa peine, je ne sais pas, quand on tient des propos racistes, antisémites, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut purger sa peine, mais ça veut dire en tout cas que la mode a oublié tout ça et que maintenant il va revenir sur le devant de la scène. Non, ce qui est marrant, si vous voulez, c'est que Renzo Rosso, donc ce patron de Diesel, groupe Diesel qui est très important, a un autre directeur artistique au sein de la marque Diesel qui s'appelle Nicola Formichetti, qui est un jeune garçon tout à fait charmant qui habillait Lady Gaga. Et ils avaient à Trieste, là, en juillet, dit « Oh, c'est la fin de l'ego des designers, maintenant on veut rester dans la simplicité ». Le fait de faire venir Galliano, c'est assez rigolo. Et l'autre point que je voudrais juste rajouter, et je terminerai là, c'est que la maison Margiela, c'est une maison très particulière. Elle a été créée par Martin Margiela. C'est un monsieur qui a toujours été discret, qui n'a jamais voulu montrer son visage, qui a toujours mis en avant son équipe et qui a demandé toujours à tout le monde dans sa maison à Paris de s'habiller en blanc, avec une tunique blanche. C'est très hôpital psychiatrique, c'est très angoissant quand on va chez Martin Margiela, dans la maison Martin Margiela. Et là, j'imagine Galliano avec une espèce de petite tunique blanche, ça va faire bon, c'est rigolo. On va voir ce que ça va donner. Mariage de caractères très différents. Merci en tout cas Valérie Abécassis. Alors on passe au cinéma avec vous, Laetitia Loreni, pour revenir donc sur l'été, parce que l'été en général, il y a toujours de gros films, en tout cas de grosses productions qui sortent, et vous avez, vous, le bilan de l'été. Et voilà, tout à fait. J'ai le bilan de l'été qui n'est pas forcément glorieux. Les grands studios américains vont pleurer pendant l'hiver. Alors, on rappelle que les blockbusters, c'est ces films, donc super-héros, robots, dragons, des films qui coûtent plus d'une centaine de millions de dollars à faire et qui sont en général le jackpot pour les studios. Et cette année, ils n'ont pas fait déplacer l'audience. L'été 2014 affiche une perte record
de 25% de pertes par rapport à l'été 2013 et de plus de 10% sur l'année en cours. L'été dernier, c'était pourtant un record pour les blockbusters avec une recette de 4,8 milliards de dollars et personne ne s'attendait à ce que cette année, eh bien, les résultats soient aussi consternants avec seulement, je dis bien seulement entre guillemets, 3,6 milliards de dollars. Les deux plus gros bid de l'été, eh bien, c'est Sin City 2 qui n'a rapporté que 8 millions de dollars en une semaine. C'est un terrible chiffre pour les studios qui s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus grand pour ce deuxième volet, puisque le premier avait fait en un week-end 30 millions de dollars juste en 2 jours. Pour Lionsgate, la grande déception, eh bien, c'est leur Expendables 3. On en a parlé beaucoup ici et d'ailleurs aussi dans le Culture Mag avec cette espèce de campagne marketing énorme. Alors eux, leur recette est divisée de 3 par rapport au premier volet. Ah bien, avec la pléiade de stars qu'il y avait, ça doit évidemment coûter très cher. Alors, est-ce qu'on peut avoir une explication? Est-ce que le public en a assez finalement de ces grosses productions? Alors, le public, en tout cas, le public américain n'en a pas assez. Ils sont toujours friands des Guardians of the Galaxy, des Avengers, de tous ces films de super-héros. Les premiers qui se déplacent pour les voir, c'est les fans. Mais derrière, le bouche à oreille fait moins son effet qu'à l'époque. Déjà, il y en avait beaucoup moins à l'époque des blockbusters. Donc, quand il y en avait un qui sortait, beaucoup de gens y allaient. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, eh ben, ça permet à tous ces fans de très vite s'exprimer, si c'est bien ou si c'est pas bien. Du coup, on laisse moins la chance et on attend moins les critiques qui s'expriment sur ces films. Du coup, eh bien, les gens se déplacent beaucoup moins pour aller les voir. Et puis, la pression est bien évidemment augmentée pour les studios américains puisqu'il faut faire toujours plus grand, toujours plus cher et toujours mieux pour le public qui attend ces films avec impatience. Merci beaucoup pour ces précisions cinéma. Merci Laetitia Loreni. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct avec un débat consacré à la décision de pays européens comme la Suède de reconnaître unilatéralement l'État palestinien. Est-ce que cela peut relancer les négociations de paix? A tout de suite.